Donc les amis, là je suis devant mon micro et j'avais envie de vous faire un retour sur du coup les retours que vous m'avez donnés sur la vidéo du coup où je dis la toxicité des réseaux et la dissonance cognitive générale qu'ont les gens vis-à-vis de la consommation de viande. Et donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour comprendre un peu de quoi je vais parler. Et donc j'avais vraiment envie de vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur cette vidéo, ça m'a fait très très chaud au cœur, parce qu'en fait j'ai eu besoin de faire cette vidéo parce que je faisais que recevoir des critiques, beaucoup de critiques sur un peu tout en fait, pas forcément que sur le fait que j'ai dit que j'allais abattre et que j'ai déjà abattu certaines de mes volailles pour la consommation, c'était vraiment juste sur... par exemple, je fais mal ma poussinière, ou j'ai mal les plaques chauffantes, ou la nourriture, ou machin, il y a toujours des trucs à critiquer. Et ça commençait à s'accumuler, c'est-à-dire que tous les jours, je me réveillais, j'avais des notifications de gens qui me faisaient des critiques en fait. Et il y avait des journées où il y avait que des gens qui critiquaient et pas de gens positifs, en fait, pas de choses positives. Et à force, ça prend la tête. Déjà que l'élevage, c'est pas chose aisée. Sur mes vidéos, on a l'impression que c'est super facile, hihi haha, c'est trop mignon et tout, mais j'essaie quand même de vous dire les difficultés que j'ai. Et après, même s'il n'y a pas forcément de difficultés, ça représente beaucoup de travail. Si on veut que les animaux soient dans un bon bien-être, qu'ils puissent se promener tout en étant protégés des prédateurs, faut les sortir, faut les rentrer, faut les protéger, faut bien nettoyer les litières pour qu'ils se sentent au propre et tout. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et ça, je pense que je vais essayer de bien le rentrer dans la tête des gens parce que les gens qui connaissent rien à l'élevage, finalement, ils voient des animaux mignons, ils sont en mode « Ah, trop mignon, moi aussi je le veux et tout, moi aussi je veux faire ça ». Et en fait, ils se rendent pas compte de « Ok, c'est mignon », mais quand on est dans l'élevage et qu'on a beaucoup d'animaux à s'occuper, en fait, le côté mignon, on le voit un petit peu quand on se pose pour les regarder et tout, mais la majorité du temps, c'est « Je nettoie le caca, je les rentre, je les sors, je vérifie que tout le monde va bien, s'il y en a un qui a un bobo, faut s'en occuper, etc. » Enfin, c'est énormément de travail. Bref, fin de ma parenthèse sur le travail, là. Et du coup, voilà, ça m'a fait très très chaud au cœur, vos retours. Et du coup, j'étais très très contente et ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aussi en tête ces problématiques d'élevage intensif et que justement, les petits élevages, la façon d'élever et d'abattre pour la consommation que moi je montre ou mes volailles, je les aime, hein, clairement, j'essaie de les choyer au maximum, c'est pas des numéros, même si je sais que je vais les consommer. Je veux leur accorder autant d'affection que celui que je vais garder en fait. Et là je le sais, j'ai des mâles, en fait, je vois que c'est des mâles, mais je vais pas les mettre de côté, je vais pas les ignorer, je vais pas ne pas les caresser en fait. Je les traite aussi bien que les femelles que je sais que je vais garder en fait, vous voyez. Je vois pas pourquoi je devrais le mettre de côté en fait, parce que lui il s'en fout de mes états d'âme, c'est-à-dire que lui, il a envie d'être traité comme les autres, il a envie d'être choyé comme les autres, quand il vient me réclamer des câlins, je vais lui faire des câlins, vous voyez, enfin... Et pareil pour les animaux d'élevage intensif, moi en fait, c'est pas difficile pour moi d'abattre mes volailles parce que quand je vois la vie qu'elles ont eue versus la vie que les milliards d'animaux qu'on a dans nos assiettes chaque année ont, je me dis waouh, mes volailles ont de la chance quand même, elles ont de la chance. Et quand je consomme mes volailles, et bien du coup ça veut dire que je ne consomme pas un des animaux qui a été maltraité en fait dans l'élevage intensif. Et c'est ça, et surtout en fait, vous les voyez poussins, vous les voyez trop mignons et tout, bien sûr que je vais pas abattre et consommer un poussin, vous voyez, mais les volailles c'est pas aussi tout beau tout rose, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'individus qui peuvent être très embêtants, très agressifs, avec un fort caractère, et les volailles ayant une hiérarchie très forte, jusqu'à présent, la majorité des volailles que j'ai eu à abattre, donc des cailles en l'occurrence, étaient assez agressives, avec un fort caractère, avec tendance à piquer la tête des autres et tout. Là, je n'ai jamais eu à abattre une caille qui est adorable en fait. Les cailles adorables, je les garde. Et ça sera pareil pour les poules. Ou ça sera pareil pour les coqs. S'il y a des coqs adorables, je vais essayer au maximum de les replacer, de les revendre, etc. Parce que j'ai le choix justement, j'ai le choix de choisir les individus que je décide de garder ou non, que je décide de passer à la casserole ou non. Et c'est sûr que quand vous avez un individu agressif qui attaque les volailles qui sont adorables, c'est beaucoup plus facile de le passer à la casserole que un individu qui est super calme, super doux. Forcément, on n'a pas envie. On veut le garder pour la compagnie. Et vu que dans mon cas, je n'ai pas un élevage à but de production, où j'ai un calendrier à tenir, il faut absolument que je fasse tant de kilos par temps de mois, parce que sinon, je vis pas. Parce que ça, c'est le quotidien des éleveurs, des agriculteurs. Eux, ils ont pas la place pour l'affect, en fait. Ils ont pas la place de s'attacher de je sais pas quoi, parce que eux, ils sont obligés de faire 100 heures par semaine juste pour rembourser leurs dettes, pour rembourser leurs prêts, parce que ils croulent, en fait. Ils croulent sous le système. Parce que justement, l'élevage intensif, c'est devenu la norme. Et quand un éleveur veut privilégier le bien-être, eh bien, il a un malus énorme. En fait, pour la plupart, ils peuvent même pas le faire parce qu'en fait, ils mettraient la clé sous la porte. Ils pourraient même pas vivre. Déjà qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas de salaire.
Donc ils travaillent gratos en fait, ils travaillent juste pour payer leurs factures et le prêt qu'ils ont pour leurs installations qui coûtent hyper cher. Ben en fait, vous imaginez, moi je n'aimerais pas être un agriculteur ou être un éleveur en 2026 là en fait. Vraiment, mais force à eux, parce que c'est grâce à eux que tous les gens qui viennent chouiner parce qu'ils voient des poussins gambader dans l'herbe sur mes vidéos et qu'ils me disent « Oh les pauvres, tu vas les abattre et tout », c'est ces mêmes personnes qui, 2 heures après, ils vont au supermarché acheter le poulet. Le poulet qu'un éleveur a élevé, c'était un poulet par millier dans une grosse exploitation qui n'a jamais vu la lumière du jour. Ensuite, il a fait des transports de merde. Il est arrivé à l'abattoir et là il s'est fait abattre par une personne qui travaille dans un des pires lieux je pense pour travailler. Parce que autant moi quand j'abats, je le fais une fois de temps en temps. Les gens qui doivent faire ça toute la journée. Mais quel enfer. Et pourtant on pense jamais aux gens qui travaillent dans les abattoirs également. Mais quel boulot de merde. Je vous le dis parce que je pense pas qu'ils sont en mode « Ah moi j'adore mon métier ». Autant par exemple les bouchers, il y a vraiment un côté... savoir-faire, un côté en plus contact avec la clientèle, etc. Les gens qui travaillent dans les abattoirs, qui font juste les abattages, en fait, ils sont dans les backstage. Personne les calcule, ce serait souvent des personnes précaires et qui n'ont trouvé que ça comme travail, en fait, pour payer leurs factures. Et en fait, c'est sur eux, c'est sur leurs épaules que repose toute la consommation de tout le monde, en fait. De tous les gens qui viennent chouiner quand ils voient un poussin dans l'herbe, là, qui plus tard sera abattu, qui se rendent pas du tout compte de tout ce que ça implique en fait quand on achète de la viande, surtout les viandes du coup qui proviennent d'élevage intensif. Mais on va où quand les gens en fait ils utilisent le peu de on va dire de volonté et d'envie de se rebeller entre guillemets qu'ils ont, c'est pour aller se rebeller contre les petits élevages qui essaient d'améliorer les choses. Voilà, donc en fait quand vous voyez comment les gens réagissent à des trucs tout bêtes, vous voyez que les gens ne réfléchissent pas, ils réagissent sur le coup de l'émotion, ils voient un truc, ils réagissent, et après ils passent à autre chose, ils réfléchissent pas, ils réfléchissent jamais en fait à tout ce qui se cache derrière tout en fait, leur consommation et tout ça. Soit ils veulent pas savoir, très souvent c'est par fainéantise, par ne pas avoir envie de savoir, se mettre des œillères, imaginer que tous les poulets qu'on achète dans le supermarché, en fait ils ont gambadé dans l'herbe comme mes petits poussins, non en fait, non. Et du coup, moi, je me suis rendu compte de toutes ces réalités-là quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, je me suis dit, un jour, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, attends, mais moi, j'adore les animaux. Mais comment ça se fait que j'ai mon poulet dans mon assiette, en fait ? Comment il est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, du coup, je me suis renseignée, je suis allée sur Internet, j'ai regardé des documentaires, des reportages, j'ai lu des livres aussi sur l'élevage et tout, sur l'élevage intensif, sur l'industrialisation du vivant. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est monté à une échelle. Ils sont élevés par milliers, c'est à la chaîne, c'est tu nais, tu t'engraisses, tu meurs, tu nais, tu t'engraisses, tu meurs, c'est des numéros. Personne ne connaîtra jamais leur personnalité, alors que tous ces petits poulets, là, ils ont tous une personnalité différente. Voilà, c'est vraiment, ils tombent dans l'oubli et ils sont par milliards. Voilà, et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit waouh. Et c'est là où je suis devenue végane, du coup, pendant 5 ans, je suis devenue végane à 15 ans. Et alors, je peux vous dire que j'étais la risée de tout le monde. Ah, la végane, maman mange tes carottes et tout. Voilà, je me suis pris vraiment j'étais la risée de tout le monde. Et moi, j'étais là, ok, tous ces gens-là disaient qu'ils adorent les animaux. Ah, moi, j'adore les animaux. Oh, l'agneau, il est trop mignon, gna 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 gna. Tous, ils disaient ça. Et tous, quand je leur disais, mais tu connais les conditions d'élevage intensif, tu te rends compte de ce que c'est et tout. Et j'étais en mode, oui, mais bon, le lion, il mange la gazelle et tout. Et voilà, et après, ils voient l'agneau, ah, c'est trop mignon. Mais après, quand ils ont l'agneau dans l'assiette, ah, c'est trop bon. Et après, quand on leur dit, regarde, ils vont voir une vidéo justement d'une ferme où il y a un agneau qui se balade avec sa mère dehors et que quelqu'un va dire, ah, là, il va être abattu bientôt. Ah, là, c'est la fin du monde. Oh mon Dieu, le porc et tout. Voilà, ça là, le scénario là que je viens de vous décrire, vraiment, je n'en peux plus. Déjà, j'en pouvais plus quand j'avais 15 ans. Et maintenant, j'en peux plus quand j'en ai 25. Parce que maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, on m'engueulait parce que j'étais végane et que je faisais pas comme tout le monde et que je mangeais pas de la viande. Et maintenant, on m'engueule parce que je fais de l'abattage. Alors que mes volailles ont la meilleure vie que je puisse leur offrir. Vraiment, je fais tout. Tous les jours, ça me travaille. Je me dis, tiens, comment je pourrais faire pour qu'elles se sentent mieux et tout. Tous les jours, je les observe. Quand il y en a une qui est un peu en retrait, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'il y a un congénère qui l'a embêtée aujourd'hui ? Quel congénère l'a embêtée ? Pourquoi il l'a embêtée ? Elle a un caractère plutôt doux. Je vais faire en sorte de ne pas lui mettre de mâles qui sont trop entreprenants parce qu'elle va se faire harceler. Vous voyez, je suis tout le temps en train de réfléchir pour que tout le monde aille bien, que tous s'y entendent bien, parce que je connais le caractère de toutes mes volailles, et toutes, elles ont un caractère différent, en fait, et du coup, j'essaie d'adapter les dynamiques sociales, d'adapter
leur environnement, en fonction de leur caractère, en fonction de leurs besoins. Et ce niveau en fait de très fin de personnalisation, ce niveau très fin en fait d'analyse et de personnalisation du confort de chacune en fait, c'est impossible à retrouver dans l'élevage conventionnel. Déjà, même dans les petites fermes, ça va être compliqué parce que à partir du moment où c'est un gagne-pain, à partir du moment où c'est le métier, et que dans le marché actuel où déjà les agriculteurs et éleveurs français se font chier dessus, se font marcher dessus, par notamment les concurrences déloyales étrangères. Donc s'il vous plaît, achetez français s'il vous plaît, pour les produits alimentaires parce que nos agriculteurs sont en train de mourir. Voilà, ça c'est mon petit message, s'il vous plaît. Même si c'est du premier prix, même si c'est de l'élevage intensif, si vous avez le choix, prenez français. Toujours. Et d'ailleurs, un petit point que je vais passer, parce que là je suis en freestyle, je vous parle comme ça me vient. Dans les plats cuisinés, faites attention parce que les industriels ne sont pas obligés de vous indiquer l'origine des produits sur les plats cuisinés. Donc ça veut dire que si vous achetez, je sais pas moi, des raviolis au bœuf, par exemple, et que vous regardez derrière les ingrédients, il y a écrit bœuf, virgule, quelque chose d'autre, le bœuf n'est pas français. Parce que vous inquiétez pas que si c'est français, ils le disent parce que ça coûte plus cher. Donc ils mettront bœuf, entre parenthèses, origine France, parce que ça, ils sont pas obligés de l'écrire. Donc vous inquiétez pas que s'ils font exprès d'acheter de l'origine France, ils vont l'écrire parce que c'est un peu un argument marketing. Ils vont même mettre un petit logo sur le plat cuisiné pour vous dire, regardez, c'est origine France. Vous voyez ? Donc déjà, moi, j'essaie de faire attention à ça, de toujours prendre origine France pour nos agriculteurs, nos éleveurs qui font un boulot de dingue. Et c'est grâce à eux qu'on mange, parce que autant les personnes comme moi qui ont le temps d'avoir un élevage et qui ont un jardin et tout, on peut réussir à être autonome en viande. Et donc, on peut se passer de toute la chaîne de production des produits animaux, quoi, si vous voulez. Mais tous les gens là qui sont dans les grandes villes et qui ne pourront jamais avoir d'élevage, mais c'est grâce aux agriculteurs que vous mangez en fait. Donc s'il vous plaît, soutenez-les comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire des trucs de fou. Vous n'avez pas besoin d'acheter du bio plein air et tout. Ça c'est bonus si vous avez des sous parce que ça coûte hyper cher. Mais s'il y a un truc que vous pouvez faire, c'est acheter Origine France, s'il vous plaît. Et regardez bien dans les plats cuisinés, parce qu'on mange tous beaucoup de plats cuisinés, je pense. Normalement c'est écrit. Et donc du coup je vous fais une petite pub. Je suis pas sponsor ou quoi bien sûr, mais à Thirier, la chaîne de surgelés, je trouve que très souvent, dans leurs plats cuisinés, tous les produits animaux sont Origine France. Donc déjà, c'est un bon début. Tous les trucs végétaux, c'est pas forcément Origine France, mais bon, déjà, les produits animaux, ça, c'est déjà un début. Surtout au niveau, vous savez, le bœuf, les produits laitiers et tout, avec ce qu'ont vécu nos agriculteurs pour la DNC, là, c'est pas le moment de les abandonner sur les produits, du coup, bovins, en fait, qui touchent la chaîne bovine. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais passer également un petit message à ce sujet-là. L'agriculture bovine en France n'est pas le diable, c'est pas des fermes à 10 000 vaches et tout, c'est pour la grande majorité des petites exploitations familiales avec les vaches sur pré l'été, éventuellement en étable avec foin l'hiver, mais c'est très souvent des fermes à taille humaine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont pris un bus dans la tronche avec la foutue DNC là. Ils se sont fait rouler dessus, donc c'est vraiment le moment de les soutenir. Et du coup, en parlant de la DNC d'ailleurs, si jamais certains d'entre vous ne sont pas au courant, j'aimerais vous faire un peu de la prévention. C'est lié au fait d'acheter Origine France. En fait, il y a eu tout un tollé là, en même temps de ce qui est arrivé avec la DNC et tous les abattages totalement injustifiés des troupeaux, des petites fermes de bovins. Eh bien, c'était en même temps que le Mercosur. Et le Mercosur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un accord de libre-échange avec l'Amérique du Sud. En fait, ça sous-entend que on va pouvoir importer en masse de la viande, notamment de la viande bovine en plus, d'Amérique du Sud, là-bas où il n'y a aucune norme. Il n'y a aucune norme. Les gens là-bas, ils sont payés au lance-pierre. Ils n'ont pas tous les droits qu'on a, les droits du travail français. Donc là-bas, ils peuvent se faire une marge de fou sur le dos des travailleurs et sur les pesticides et antibiotiques et toutes les merdes. Ils peuvent tout injecter dans les bovins, dans les céréales, dans tout, parce qu'il n'y a aucune norme. Et on va bouffer ça, nous. Et pendant ce temps, nos agriculteurs qui nous produisent des produits de haute qualité, eh bien, ils sont en train de mourir. Mais vraiment, littéralement, ils se suicident. Donc là, moi, ça, pareil, ça me rend folle. Donc si les gens, ils veulent bien faire un truc, achetez français, pour pas que nos agriculteurs crèvent, tout simplement. Voilà, et donc du coup, moi je suis totalement contre les importations et tout là de produits au niveau alimentaire des autres pays, parce qu'il faut qu'on garde notre souveraineté alimentaire, parce que nos agriculteurs font du bon travail, l'agriculture française est réputée, les élevages français sont réputés.
Il faut qu'on garde ça, en fait. Il faut qu'on garde ça. Il faut qu'on garde ça. Parce que, en fait, c'est bête, c'est tout con. Hein, mais déjà, si du coup on va manger de la viande étrangère qui n'a pas, du coup, les normes françaises et européennes qui sont très strictes, eh bien, on va manger de la merde. Ok. Et en plus de ça, à tout moment, si les pays chez qui on s'approvisionne en nourriture arrêtent, tout simplement, ils se disent, tiens, j'en ai marre de vous envoyer de la nourriture, j'arrête, notamment en cas de guerre, eh bien, c'est comme ça qu'on se retrouve en famine. Et oui, parce que si tous nos agriculteurs français sont en train de mourir et que donc après on va juste devoir compter sur les autres pays pour nous nourrir, et se nourrir c'est la base, hein. C'est la base des bases. Si on mange pas, on crève. Eh ben on est dans la merde. S'ils veulent plus nous nourrir, on est dans la merde. Et ça, j'ai l'impression que c'est un sujet, les gens ils sont un peu en mode « Oh, je m'en fous » et tout. Là, on parle pas de « Oh, sauver les vaches françaises qui sont mignonnes et tout ». Non, non. Ou même sauver le patrimoine français parce que c'est un patrimoine, c'est un patrimoine très ancien avec beaucoup de du terroir qui est très très intéressant qu'on ne devrait pas perdre. Voilà, ça, les gens ils peuvent dire ouais, c'est de niche et tout. Franchement, quand je vais au supermarché, je m'en fous. Ok, mais si on est en guerre et que tu peux plus manger, que tu crèves de faim et que tes enfants crèvent de faim, est-ce que là, ça t'intéresse un peu plus ce sujet? Donc voilà, si vous pouvez, parlez-en autour de vous. Essayez de sensibiliser les gens sur le fait qu'il faut acheter français au niveau des produits alimentaires pour soutenir nos agriculteurs, pour qu'ils ne crèvent pas et pour que si jamais un jour on a un souci, au moins la France pourra toujours continuer à produire de la nourriture et on va pas crever de faim. Ok, et je pense que vous êtes d'accord avec moi parce que là, quand on regarde un peu la situation mondiale, ça fait un peu flipper ce qui se passe. Donc là, idéalement, ça serait bien qu'on soit autonome, notre pays, si jamais il se passe quelque chose. Voilà, donc ça c'était mon petit point, mon petit coup de gueule où j'avais besoin de parler de ça parce que ça aussi c'est des sujets qui m'intéressent. Oui, je suis contre l'élevage intensif et tout, mais je sais aussi que c'est pas la faute des agriculteurs parce que eux ils essaient juste de survivre et pour la plupart ils doivent adopter en fait le régime intensif parce que si ils veulent faire du plein air bio mignon et tout, en fait ils peuvent pas parce qu'ils ont pas assez d'argent, en fait ils ne gagneront pas assez d'argent parce que personne va acheter leurs produits. Soit personne va acheter leurs produits parce que ça sera trop cher, soit ils vont devoir baisser les prix justement pour s'adapter au marché et du coup ça sera pas rentable pour eux, ils vont être en déficit. Parce qu'en fait chez le vivant, la productivité est l'opposé du bien-être. On le voit bien chez les poules pondeuses, quand on les force à pondre pendant tout l'hiver, ça affaiblit à fond leur métabolisme, ça fait qu'elles vont mourir plus jeunes, qu'elles vont développer des tumeurs de l'appareil reproducteur plus jeunes. Quand du coup les poulets, on veut les faire grandir le plus vite possible, donc il faut pas qu'ils gambadent dans l'air parce qu'ils vont consommer des calories, ils vont mettre plus de temps à grandir. Si on veut qu'ils aient de la nourriture de qualité, ça coûte beaucoup plus cher, donc ça veut dire que le poulet coûterait plus cher, mais personne veut acheter un poulet qui coûte cher. Enfin vous voyez, tout ça c'est des problématiques qui font que ils sont obligés de s'adapter à la concurrence et j'en reviens au sujet précédent. Ils sont notamment en concurrence avec la production étrangère qui n'est pas soumise aux mêmes normes, qui n'a pas le même climat, qui n'a pas le même coût par exemple des céréales, qui peut utiliser les pesticides, les antibiotiques à foison comme il veut. Il peut avoir du bien-être animal qui est pour le coup vraiment dégueulasse parce qu'il n'y a aucune norme. Et les gens qui travaillent dans toute la chaîne de production associée sont payés au lance-pierre quoi, et ont leurs droits qui sont bafouillés. Très souvent là-bas ça va être par exemple si on prend l'Amérique du Sud, il me semble que j'avais lu que c'était souvent des gens immigrés là-bas très précaires qui travaillent dans ce genre, dans les élevages, dans les lieux les usines de transformation, notamment les usines de transformation de volailles et tout. C'est souvent des étrangers qui sont vraiment payés au lance-pierre juste histoire qu'ils puissent survivre quoi. Voilà, on n'a pas trop envie non plus de soutenir ça. Bref. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'avais trop envie de le dire là, voilà, donc c'est dit. Même si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, ça existe quelque part sur ma chaîne, j'ai transmis mes connaissances et j'ai transmis aussi mes messages de ce que j'aimerais faire passer. Voilà. Parce qu'en fait du coup, et donc j'en reviens au fait que je voulais vous remercier sur vos retours pour cette vidéo, c'est que ça m'a trop donné confiance en fait, parce que quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit en fait, je vais parler dans le vent. Tout le monde s'en fout, en fait tout le monde veut juste voir des poussins mignons courir dans l'herbe et en fait si je commence à parler d'abattage, de production, d'autonomie, en même temps essayer d'améliorer les conditions de vie mais sans être végétarien, essayer de prouver aux gens que c'est possible, de revenir aussi aux méthodes des anciens parce que finalement on romantise à tort des fois le passé, c'était mieux avant et tout, mais s'il y a bien un truc je trouve qu'on a perdu, c'est le fait qu'avant beaucoup de familles avaient un petit potager dans le jardin, avaient quelques volailles. Il y avait des échanges, tiens, il y en a une, il a un élevage de lapins, l'autre, il a un élevage de cailles, tiens, je t'échange quelques lapins contre des cailles. Il y avait beaucoup d'entraide, les gens se parlaient, en fait, les gens essayaient de s'aider,
c'est une autre culture que maintenant on est tous dans notre coin, à aller au supermarché, puis après on va travailler, puis on va chercher les enfants à l'école, puis on rentre à la maison, et puis on fait à manger des plats surgelés là, et après on fait dodo et on recommence quoi. Voilà, et s'il y a bien un truc qu'on a perdu, pour moi c'est un peu le côté voisin où on s'entraide. Et moi je me souviens quand j'étais chez mes grands-parents, parce que c'est vraiment chez mes grands-parents que j'ai acquis les connaissances de base de l'élevage. En fait, c'était mon grand-père, il allait tout le temps chez les voisins. Il y avait son copain Pierrot, il rentrait de la pêche, il lui ramenait des truites. Et du coup, mon grand-père, il avait un petit élevage de cailles, et du coup, il donnait des cailles à Pierrot, et en échange, il avait une truite. Et ensuite, il ramenait une truite, et ma grand-mère, elle l'a cuisinée, et c'était trop bon, et tout le monde mangeait la truite. Voilà, pareil. Le copain Jean-Pierre, il a une portée de lapro, il a eu des lapros en plus. Tiens, il va donner une femelle à mon grand-père. Mon grand-père, il va l'élever. Une fois qu'elle est adulte, il va la battre. Ensuite, ma grand-mère, elle va le découper, puis elle va congeler certaines parties, et puis après elle va les cuisiner au fur et à mesure de la semaine, et après ils allaient récolter les haricots, et on mangeait les cailles du jardin avec les haricots du potager. Voilà, moi c'est ça que j'ai vécu quand j'étais chez mes grands-parents. Et à contrario, quand j'étais chez mes parents, qui sont vraiment des citadins pur jus, quoi, et là, on allait au supermarché, on allait se balader au parc d'attractions, enfin, il n'y avait aucun lien avec la nature, et moi, à chaque fois, je passais toutes mes vacances d'été chez mes grands-parents, et je peux vous dire que j'apprenais plein de choses. Quand je revenais chez mes parents, du coup, les citadins, j'avais la tête remplie de plein de choses. Voilà, j'avais appris plein de choses. Mon grand-père, il me montrait. En fait, mon grand-père, genre juste, il m'emmenait partout et il faisait ses trucs. Et moi, je regardais. Il dépasse un lapin. Il le fait et puis il m'explique vite fait. Voilà, là, je lui enlève le pantalon, voilà, machin. Il enlève les yeux, il enlève les organes, il les donne au chien qui est assis à côté et qui regarde très attentivement ce qui se passe. Et voilà, c'était ça quoi. Ensuite, quand on abattait les cailles, mon grand-père il allait voir les cailles, il regardait un petit peu les poids, il regardait notamment s'il y avait des mâles en trop, il prenait les mâles, il les abattait et ensuite il les donnait à ma grand-mère et moi on allait sur la table dans le jardin et il y avait du papier journal sur la table, ma grand-mère elle avait un seau, elle avait chauffé de l'eau, on trempait les cailles dedans et après me donnait la caille, elle me dit voilà tu dépiotes, t'enlèves les pulls, voilà, ensuite elle allait dans la cuisine, du papier journal, elle prenait un couteau, un vieux couteau là, le couteau de la grand-mère qu'elle utilise depuis 50 ans là, et ensuite elle ouvre, elle met sa main dans la caille, elle sort tous les organes, et là elle me dit regarde, là tu vois, là t'as le gésier, là t'as le jabot, là t'as les intestins, puis là tu vois, là t'as le cloaque, et voilà, il faut tout enlever. Et voilà, et ensuite elle est cuisinée à la marmite, et ensuite on mangeait des cailles le soir. Voilà, c'était ça, et c'était le bon temps. Mes grands-parents allaient très très peu au supermarché. Quand on allait au supermarché, c'était un peu bizarre, c'était un peu la sortie du mois, on va dire. Et vu qu'ils avaient un très grand terrain avec un énorme potager, des fruitiers, ils avaient du coup l'élevage de cailles, des fois ils avaient des lapins, et en fait ils allaient très peu au supermarché. Finalement, ils allaient au supermarché pour acheter des trucs, genre un peu de chocolat, de la farine, voilà les trucs de base, quelques gâteaux pour moi quand je venais parce que j'étais une gamine et c'est tout quoi. Et après sinon c'était que du jardin, tout le temps des légumes du jardin, des fruits du jardin et la viande du jardin, voilà c'était ça. Donc moi j'étais enfant donc je me rendais pas compte en fait de tout ce que ça impliquait, de en fait à quel point eux ils étaient autonomes et à quel point finalement leur mode de vie il était dans l'entraide en fait, parce que comme je dis, mon grand-père il était tout le temps en train de recevoir des copains. Très souvent il venait avec un truc à manger, ou il venait avec une bête d'élevage qui s'échangeait, voilà, et après il jouait à la pétanque, et après il rentrait chez lui, et puis le grand-père il s'assoit, il raconte ce qu'il faisait il y a 20 ans, il y a machin, il a déménagé là-bas, et puis machin, et moi j'étais à côté, je les regardais, j'écoutais, et c'était trop rigolo, genre vraiment c'était trop bien, genre vraiment moi j'ai des trop bons souvenirs de ces moments-là. Et ma grand-mère qui me poursuivait dans le jardin en essayant de me mettre un bob sur la tête, parce que moi j'étais tout le temps fourrée dans les herbes là, et elle me poursuivait pour que je mette absolument un chapeau. Moi je voulais pas mettre de chapeau et elle me poursuivait, c'était trop drôle. Et voilà, bon c'était vraiment le couple de l'ancien temps, hein. La grand-mère femme au foyer / femme de ménage, et le grand-père maçon qui a construit lui-même sa maison et qui fait le potager, l'élevage, la grand-mère à la cuisine qui fait des bons petits plats. C'est vraiment le cliché quoi, c'est le cliché des grands-parents français, mais on devrait vraiment s'inspirer d'eux. Et moi ce que j'ai appris en étant petite, c'est vraiment précieux tout ce que j'ai appris avec mes grands-parents en ce moment-là, et c'est des super souvenirs que j'ai. Tout ce que j'ai appris là-bas sur l'élevage de cailles, en fait, je l'ai gardé. Tout ce que ma grand-mère m'avait montré là quand j'avais 8 ans, 7 ou 8 ans, sur le fait de dépioter la caille et tous les organes et tout,
quand j'ai dû revider une caille, je savais exactement comment faire parce que j'avais en tête tous les gestes de ma grand-mère. En fait, je me souviens exactement de la scène, je me souviens exactement de tout ce qu'elle a montré. Et moi, je n'étais pas choquée. Pourtant, à ce moment-là, j'étais une enfant sensible. J'adorais les animaux, mais ça ne me choquait pas parce que ça n'a rien à voir avec les images que vous voyez que L214 peut sortir des élevages intensifs ou des abattoirs. Enfin, en fait, le grand-père, il est là, il récupère l'animal, en 2 secondes, il est mort, et après, on le vide, et voilà, on le mange. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de scènes horribles, bizarres et tout, ils sont tous entassés dans un coin, dans leur caca, ils se pissent dessus de stress et tout, mais non, ça n'arrive pas, parce qu'ils sont sur place, en fait, ils sont dans leur environnement tranquille, et ils sont abattus, ça dure 1 seconde, et après, ils sont dans l'assiette. Ça n'a rien à voir avec les images qu'on peut voir de l'élevage intensif, et c'est ça que moi j'ai eu envie de retrouver, c'est-à-dire que je suis vraiment contre l'élevage intensif, et en même temps j'ai tellement eu de bons souvenirs du mode de vie de mes grands-parents que je me devais de le refaire et de le perpétrer, parce que dans ma génération, moi j'ai 25 ans, je suis née en 2000, y a personne qui fait ça, hein. Voilà, y a personne qui fait ça, très peu de gens font ça, donc bon, ça se perd de plus en plus, les gens ils fuient les campagnes. Voilà, les gens fuient les campagnes, ils vont juste acheter des résidences secondaires dans la campagne pour aller prendre l'air un petit peu l'été, quoi. Et c'est tout. Et les gens, ils viennent habiter en campagne et ils se plaignent quand le voisin, il a des poules et un coq, quoi. Casse-toi, en fait, retourne en ville. Si ça te plaît pas, les volailles, t'es en campagne, tu fermes ta gueule. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me permets d'avoir des volailles. Bien sûr, je mets pas de coq, quand même. Je respecte mes voisins, je respecte le fait qu'ils ont pas envie d'être réveillés par un coq. Mais quand ils sont dehors et qu'ils entendent mes cailles chanter, si ça vous plaît pas, cassez-vous, en fait. Parce que le chant des cailles, il s'inscrit bien, en fait, dans les bruits ambiants de la campagne. On entend les chèvres, on entend les vaches, on entend les coqs au loin. Donc, on entendra mes cailles. Voilà, c'est tout. Donc bon, je vois que j'ai parlé pendant 30 minutes, mais j'avais trop envie de parler de tout ça, là, ça me trotte en tête et tout. Donc je pense que ça sera un format podcast. Moi, j'ai juste enregistré, là, j'ai pas d'image, donc je pense que je vous montrerai les poussins qui promènent, comme ça va faire un visuel pendant que je parle. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et voilà, parce que j'ai pas envie de me retenir, en fait, de parler de ce dont j'ai envie. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ah, gna gna gna, ce que tu dis, gna gna ». Voilà, je m'en fous parce que je sais qu'il y a des gens, et là je l'ai vu grâce aux commentaires de la vidéo, on en revient au sujet principal, j'ai vu que ça faisait très plaisir à certaines personnes que je sois aussi sincère et que vraiment je dise ce que je pense, même si c'est à contre-courant, même si les gens ils vont se moquer, ils vont me critiquer et tout. Le fait d'avoir vu que ça pouvait faire autant de bien à d'autres personnes m'a vraiment motivée pour dire tout ce que j'avais sur le cœur, même si je vais me faire cracher dessus. J'en ai rien à foutre, parce que je sais que s'il y a au moins une personne pour qui ça lui fait du bien, et notamment les personnes qui voient que ça leur fait du bien de voir qu'une jeune personne perpétue en fait ce que les anciens faisaient. Et encore, moi, mon grand-père, il s'en foutait du bien-être animal. Voilà, ils étaient pas comme dans les élevages intensifs où c'était la production, mais il était en mode, bon, je les mets dans un clapier, voilà, je leur donne à manger, et puis ciao. Et il leur faisait pas des câlins, il leur donnait pas des petits noms, voilà, c'était vite fait, c'était pour manger, quoi. Moi, c'est vrai que je mets quand même l'accent sur leur bien-être. Je passe beaucoup de temps à les regarder parce que je suis passionnée par les animaux et le comportement animal, en fait, de base. Donc, du coup, je peux pas m'empêcher de les regarder, là, et de faire en sorte qu'ils aillent le mieux possible que je puisse, en fait. Et donc ça, c'est une nouvelle approche que je peux rajouter par-dessus ce que les grands-parents faisaient, où ils étaient un peu plus, on va dire, bruts de décoffrage. C'était pas forcément dans leur priorité qu'ils aient accès à l'herbe ou qu'ils se promènent et tout, voilà. J'essaie de faire un mix entre un peu les valeurs d'aujourd'hui, vous voyez, où on est un peu cucul à praline, je vais le dire honnêtement. Il y a une ambiance générale, de, on va dire, la bien-pensance, là, où on est un peu tous cucul à praline et machin, et tout le monde, il est gentil, il est beau. Alors qu'en fait, tous les problèmes qu'on avait avant, de violence, que ce soit envers les humains, ce que les gens se font subir entre eux, ce qu'on fait subir aux animaux, ça n'a pas disparu, ça s'est même accentué. Mais non, il faut garder vraiment, en apparence, il faut dire « Ah mais non, tout va bien. Non, tout va bien, tout est beau, tout est tout rose. Toi, tu dis que c'est pas beau, c'est pas rose, et ben toi, t'es quelqu'un d'horrible. Voilà, il faut que tu dises que tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, sinon t'es une merde, quoi. » C'est un peu l'ambiance générale. C'est entrer dans les mœurs, en fait. Donc là, j'essaie d'associer le mode de vie un peu plus rugueux des grands-parents, donc avec l'élevage, avec l'abattage. Oui, on va vider des carcasses, il y a du sang, il y a du caca, c'est crado, c'est pas cucu-praline là, mais en même temps, on va faire en sorte que les animaux soient le mieux traités possible, qu'ils aient la meilleure vie possible avec leurs besoins physiologiques qui soient respectés. Voilà, moi, c'est mon objectif, et oui, je vais les cajoler.
Oui, je les connais tous, je connais tous leur caractère. Voilà. Donc bon, c'est parti dans tous les sens, mais je sais que cette vidéo fera plaisir aux personnes qui ont besoin d'entendre ça. Voilà, même si c'est que 2 personnes, ça me va. Voilà, je sais pas où cette vidéo va aller dans mon calendrier de sortie, si je l'intègre entre 2 vlogs et tout, ça va être une vidéo un peu bizarre. Mais elle est là. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à bientôt pour la suite. Si j'ai des trucs à dire, si je vous montre juste l'élevage, si on regarde juste des poussins gambader dans l'herbe, on verra bien.